Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi matin dans la matinale d'Info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, deux parties dans cette matinale d'Info, vous le savez, le JT des territoires dans un instant, suivi du club de la presse, ensuite la météo et à 8h l'invité politique en direct de Territoire d'Info. C'est Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires économiques et monétaires européennes, à la fiscalité, à l'union douanière, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. À tout de suite. Pour ouvrir ce journal, focus, je le dis, sur le projet du Grand Paris qui divise avec les départements franciliens toujours en colère. Leurs élus se sont de nouveau réunis la semaine dernière pour dénoncer la disparition des collectivités territoriales dans la métropole du Grand Paris. Ils attendent un positionnement du président de la République maintenant, vraisemblablement mi-février. La grogne des départements franciliens, c'est un reportage d'Olivier Zanetta pour Via Grand Paris. Voici 3 mois. Ils étaient déjà à la même place pour dénoncer la disparition des départements de Petite Couronne dans la métropole du Grand Paris. Le discours n'a pas changé. Ces élus s'inquiètent du devenir des politiques publiques qu'ils portent si leur département venait à disparaître. Et d'abord, les actions sociales. Par exemple, chez nous, nous avons fait le choix d'aider au pouvoir d'achat des retraités avec, par exemple, aujourd'hui, les retraités non imposables ont une quasi-gratuité des transports dans le Val-de-Marne. Ils payent 25 € par an pour utiliser tout le réseau de transport d'Île-de-France. Est-ce que demain, si le département disparaît, est-ce que cette mesure-là va être étendue à toute la métropole ou est-ce qu'elle va être supprimée ? Les présidents des départements d'Île-de-France ont reçu un soutien de taille dans leur combat, celui du président du Sénat, Gérard Larcher. Autre soutien, l'Assemblée des départements de France qui, par la voix de son président, plaide pour une métropole à l'échelle régionale. Avantage, les départements continueraient à exister dans une grande métropole. La visibilité, comme l'ont dit tous les collègues et le président du Sénat, c'est la région Île-de-France, qui a en plus l'avantage d'avoir une capitale identifiée mondialement, des départements puissants autour d'elle, et puis de l'espace. Il y a beaucoup d'espace dans le Val d'Oise, il y a beaucoup d'espace dans la Seine-et-Marne. Si on veut une métropole à l'échelle mondiale pour le siècle que nous vivons, c'est naturellement l'Île-de-France, et pas un truc rabougri autour de Paris dont personne n'entend parler. Le président de la République devrait annoncer d'ici au 15 février le scénario qu'il retient pour la métropole du Grand Paris. D'ici là, les départements d'Île-de-France vont maintenir la pression. Ils annoncent un grand rassemblement le 31 janvier à la Scène Musicale à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. On reste en Île-de-France, mais c'est une entreprise montpelliéraine qui a décroché le marché des nouveaux Vélib parisiens. Et cette entreprise, Smooth & Go, peine à déployer son réseau dans la capitale et dans l'agglo, alors que 600 stations devaient être équipées au 1er janvier. Aujourd'hui, seule une soixantaine de stations est accessible, et cela ne va pas sans poser quelques difficultés. Julie Darling pour Via Occitanie. Ça déraille à Paris pour Smooth & Go, la société montpelliéraine qui a décroché le marché des nouveaux Vélib, peine à déployer son réseau dans la capitale et dans l'agglo. Alors que 600 stations devaient être équipées au 1er janvier 2018, une soixantaine seulement de stations est accessible. J'allais vers République, je savais que je reviendrais ici, parce que sans ça, j'ai pas vu d'autres stations. Mais il est un adage que la direction de Smooth & Go aime employer. Rome ne s'est pas faite en un jour. Actuellement, on est en train d'accélérer le mouvement, en ayant pour objectif de déployer une centaine de stations par semaine. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'on est en train de déployer pas uniquement sur Paris, mais également sur la métropole et sur toutes les communes qui ont adhéré au système Vélib. L'entreprise promet le déploiement de 20 000 vélos au printemps prochain. Face aux protestations des clients parisiens, la maire de Paris, Anne Hidalgo, parle de complications lorsqu'il y a changement de concessionnaire. Mais dans un tweet, la maire prend les taureaux par les cornes. Elle promet de lourdes pénalités financières si l'entreprise n'accélère pas le déploiement. Le réseau Vélib est le plus gros service d'Europe. En direction l'Est de la France, dans ce journal maintenant, le centre-ville de Sarrebourg devient gratuit. Alors que certaines villes en France ont décidé d'augmenter le prix du PV de stationnement, vous en savez quelque chose, la ville de Sarrebourg, elle, a opté pour la gratuité du stationnement. Depuis le 1er janvier, certaines zones bleues ont fait leur apparition. L'objectif est clair, redynamiser le centre-ville. Mais avec cette mesure, la municipalité fait l'impasse sur 50 000 € de recettes. Un mal pour un bien, selon le maire Alain Marty. Jean-François Ambroise, pour Mirabel TV, l'a rencontré. Le marquage bleu a pris place au centre-ville de Sarrebourg. Au total, 426 places de stationnement sont rendues gratuites.
Même si le prix du stationnement était très bas, 20 centimes la demi-heure, 2,80 € la journée entière, les commerçants voient d'un bon œil l'apparition de ces zones bleues. Les magasins commencent à déserter un peu le centre-ville, mais avec toutes ces initiatives, on espère voir un peu plus de passages et d'affaires pour tout le monde. Je pense qu'1h30 pour faire ses courses, c'est déjà une bonne chose. Je pense que ce sera bénéfique pour le commerce au centre-ville, oui. Ça fait plusieurs années qu'on avait demandé à la municipalité de passer en zone bleue parce que c'est plus sympa pour les clients, premièrement, mais ça permet surtout une rotation. La mesure, souhaitée par la municipalité, est appliquée depuis le 1er janvier 2018. L'objectif est clair, redynamiser le centre-ville en faisant l'impasse sur les recettes générées par le stationnement. C'est une perte de 50 000 € de recettes que l'on fait volontairement parce que, encore une fois, c'est jouer le jeu de l'attractivité du centre-ville. Bien sûr, on n'abandonne jamais volontiers des recettes, mais si ça augmente l'attractivité du centre-ville, nous serons gagnants à terme. Donc c'est ce pari que l'on fait. Néanmoins, passé 1h30, ou si le disque bleu n'est pas apposé sur le tableau de bord, l'automobiliste est passible d'une amende de 35 €. En parallèle, la ville a également un projet de création de parking autour de la gare. 500 places viendront compléter l'offre de stationnement au centre-ville. Et dans ce JT des territoires, on part pour le sud, à Nîmes, où l'art-thérapie remet de la couleur sur les douleurs. Christelle Nuez développe le principe de l'art-thérapie depuis 24 ans auprès des enfants de l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, le Genevrier de Nîmes. En résulte une exposition intitulée « Ne représente pas, rend présent », réalisée par des enfants, à découvrir à la Maison de la Région de Nîmes jusqu'au 19 janvier prochain. Christophe Chez pour Via Occitanie. Mettre des couleurs sur les douleurs, tel est le principe de l'art-thérapie, une méthode utilisée à Nîmes au sein du Genevrier, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Moi j'utilise le support de la peinture, mais il y en a d'autres, ça peut être le dessin, la terre, etc. Les enfants donc sont carrément plongés dans autre chose et ils arrivent beaucoup mieux à exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer, par exemple avec la parole, avec un psychologue ou un psychiatre. Dans l'assistance des enfants de 7 à 14 ans, qui souffrent de troubles du comportement et de la personnalité comme l'hyperactivité, des enfants qui trouvent dans l'atelier peinture un autre type de relation avec le personnel éducatif. On a moins ce rapport à la règle, à l'autorité, et on est vraiment dans une liberté parfaite. Et je crois que l'art, effectivement, représente le lieu de la liberté parfaite, à mes yeux en tout cas. Un éveil artistique renforcé par la venue d'artistes comme Ben Colibri, Eddie Ponce ou Javier Mendes Reyes, et qui se concrétise cette année par la conception d'une exposition publique. C'est pas la première fois que j'expose, mais après je sais que j'ai vu pire, enfin pire dans le bon sens. J'ai joué au théâtre de Nîmes, mais bon, ça fait quand même bizarre. Ah oui, il y a une grande fierté. Et tu es un spécialiste de Vincent Van Gogh, parce que pour l'exposition à la Maison de la Région, tu as fait un tableau de Vincent Van Gogh aussi, non? Oui. Tu te souviens lequel c'était? Les pots de fleurs. C'était? Les pots de tournesol. Les tournesols, tout à fait, ouais. Ces projets, en fait, ça leur amène, ça les tient pendant des mois. C'est-à-dire que ça va faire baisser l'angoisse, ça va faire stopper des crises, parce qu'ils ont ça dans leur tête. C'est un fil conducteur sur l'année, enfin sur une moitié d'année là. Et c'est vrai que ça va leur permettre toute l'année de se recentrer, de se poser. Voilà, des moments donnés qui ne sont pas toujours simples pour eux. L'exposition des enfants du Genevrier est à découvrir à la Maison de la Région de Nîmes jusqu'au 19 janvier. Voilà, pardonnez-moi l'expression, c'est le pied dans ce journal maintenant. Portrait d'un artisan créateur de 47 ans installé à Bar-le-Duc, Bruno Amicone est bottier cordonnier depuis quelques années. Il développe une activité originale, il transforme vos souliers selon vos desiderata. Kim Hammerschmidt pour Viral TV. À l'image d'un artiste qui peindrait une toile, l'atelier de Bruno est rempli de pinceaux à la pointe et l'épaisseur différentes. Ces tableaux, ce sont des souliers dont il change l'apparence. Bottines, escarpins, richelieu ou baskets, si quelques femmes font appel à ses services, ses clients sont majoritairement des hommes. Là pour l'instant je fais une couche de fond. Après avec le pinceau on va un peu adoucir, on va marbrer, on va faire un remplissage succinct et on va glacer pour avoir le bout aussi brillant et une posterie aussi brillante. Attiré par le cuir, Bruno intègre il y a 11 ans l'école de la chaussure de luxe de Romans-sur-Isère et participe dans la foulée au concours de meilleur ouvrier de France. Mais la chaussure, c'est d'abord une histoire de famille. Chez Bruno, on est bottier cordonnier de père en fils.
Travailler le soulier, c'était une évidence. C'est révélateur au niveau de la personnalité. Quand vous avez des souliers qui sont très brillants, bon, on a l'impression que les gens sont un peu maniaques ou sont très méticuleux. Le soulier, c'est vraiment quelque chose de très très beau qui permet en fin de compte, je pense aussi, pas de révéler un statut, mais en tout cas d'avoir une assurance. La patine, c'est 40% de son activité. En coulisses, Bruno peut compter sur l'aide de sa femme Nathalie. Ensemble, ils patinent également des ceintures qu'il est possible d'associer à votre soulier. J'ai pris goût à tout ça et la création commence à venir à moi et moi c'est sympa. On se complète bien quoi. On se complète bien parce qu'on arrive à faire des créations avec nos deux idées et tous les deux ensemble quoi. Comptez une demi-heure à 4 heures de travail pour un tarif pouvant aller jusqu'à 45 €. C'est le prix pour qu'un artiste exprime son talent. Bruno se définit comme un esprit libre. Pas de mentor pour ne jamais voir ses choix artistiques influencés. Voilà, le JT des territoires continue dans un instant, c'est le Club de la Presse. Et puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité, à l'union douanière. C'est l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande qui sera en direct sur ce plateau. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. On regarde ça ensemble. À la une de la Nouvelle République aujourd'hui, eh bien oui, Lactalis, comme vous le voyez sur cet écran, Lactalis qui pratique aussi la discrétion dans l'Indre, et puis également les prisons qui se mobilisent, vous le savez aujourd'hui, prison des surveillants à bout, à la une de la Nouvelle République aujourd'hui. Pour Le Maine Libre, édition du Grand Mans, c'est la limite à 80 km/h. Les motards sont en colère, réunis en assemblée générale. Les motards sartois prévoient d'agir contre la mesure gouvernementale et espèrent être rejoints par les automobilistes. Pour l'Union de Reims, dont la rédaction est dirigée par Sébastien Lacroix, c'est l'inscription revue et corrigée dans l'enseignement supérieur. Les futurs bacheliers peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur la nouvelle plateforme d'accès aux études supérieures. Parcoursup doit faire oublier les ratés d'APB, qu'on a bien connus. Dans Ouest France, le premier journal francophone du monde, les rédactions sont dirigées par François-Xavier Lefranc. C'est ce titre sur la désertification ce matin. Mobile, en finir avec les zones blanches. Désertification, il en sera question dans un instant dans le Club de la Presse avec Michel Richard. Mais c'est une autre désertification dont il sera question. Je vous laisse découvrir la surprise tout à l'heure. Pour le Télégramme, dont le directeur de l'information est Hubert Couturier, c'est aussi le cas. La nouvelle promesse des opérateurs, 3 milliards d'euros d'efforts financiers pour mettre fin aux zones blanches en France d'ici à 2020. C'est la promesse des opérateurs de téléphonie mobile qui viennent de signer un accord en ce sens avec le gouvernement. À la une de Ouest France, pour Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France, Aéroport, la veillée d'armes sur la ZAD. C'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est à la une. Sera-t-elle évacuée? Le gouvernement s'apprête à trancher le dossier de l'aéroport. Forces de l'ordre et opposants se préparent. Pour La Provence, édition Marseille, c'est le stationnement payé, sinon menace. Cette voiture scanne 1500 immatriculations à l'heure et dresse des contraventions à ceux qui n'ont pas payé l'horodateur. Alors quand on sait que seul un Marseillais sur 10 met des pièces, ça va faire très mal. C'est à la une de La Provence aujourd'hui. Pour La Voix du Nord, nouveau compteur électrique, un foyer sur 5 équipés dans la région. En dépit des réticences et petit à petit, Linky qui fait son nid. On en parle souvent dans le JT des territoires. C'est à la une du grand journal quotidien du Nord aujourd'hui. Pour la Presse de la Manche, autre titre donc du groupe Ouest France, la Manche, territoire aux multiples records. C'est du Mont-Saint-Michel à Cherbourg, dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la pêche. La Manche s'est tiré son épingle du jeu à travers 10 records détenus nationalement ou internationalement par le département. C'est un petit tour d'horizon aujourd'hui des domaines d'excellence dans la Presse de la Manche. Territoire aux multiples records. Et puis pour le populaire du centre, c'est vraiment Minority Report. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film avec Steven Spielberg et Tom Cruise. De Steven Spielberg avec Tom Cruise. C'est Limoges, site d'essai pour l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est ce moyen de transport terrestre qui circule à 1000 km/h dans des tubes. Alors les essais sont prévus en Haute-Vienne par cette start-up canadienne qu'a rencontré le populaire du centre, un des journaux du groupe Centre France dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon.
Voilà, le club de la presse ce matin. J'accueille deux éditorialistes qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière, qu'on va beaucoup revoir cette année. Je sais que comme moi, vous y êtes sensible. C'est Jean-Louis Picot, bonjour. Bonjour Cyril. J'ai le supplément Écho du Parisien. Merci d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Et puis Michel Richard, éditorialiste au Midi Libre et au Point. Bonjour Michel et bonne année. Bonjour. Merci d'être là. Ce matin, nous allons parler de notre système de santé publique réputé envié du monde entier, dit-on, mais qui comporte des trous noirs. Vous écrivez Michel Richard, on va examiner lesquels ensemble dans un instant. Et puis avec vous, Jean-Louis Picot, dans le supplément Écho du Parisien, nous allons examiner ce matin comment Pôle emploi peut être à la hauteur à l'heure de la reprise économique que l'on sait en marche. Absolument. Elle est confirmée, la plus forte en Europe depuis 10 ans. Reprise économique qui touche quasiment l'ensemble des pays. On sait cependant que la France est à la traîne en termes de reprise d'activité, avec un taux de chômage qui est plus élevé que dans certains pays. On cite souvent l'Allemagne. Donc on a voulu rencontrer, nous, le patron de Pôle emploi, pour qu'il nous explique très concrètement, sur le terrain... Jean Basser, comment on pouvait s'organiser pour être plus efficace, sachant qu'au-delà du contexte international, il y a aussi un contexte français avec le changement de présidence et donc de nouvelles mesures menées par Emmanuel Macron. Et pour n'en citer que deux, l'assurance chômage qui était dans l'actualité, qui va continuer puisqu'il y a des négociations qui commencent, et puis la formation, deux sujets qui touchent bien sûr Pôle emploi. Alors vous le disiez, une interview exclusive de Jean Basser, 57 ans, directeur général de Pôle emploi, dans vos pages. C'est son 3e mandat. Il vient d'être renommé en Conseil des ministres après le feu vert des 2 chambres du Parlement. Alors, première question qui s'impose, ça marche si bien que ça, Pôle emploi, pour qu'il soit renommé comme ça? Non, ça marche pas si... Ça marche pas si bien que ça. C'est vrai qu'il a été nommé sous Nicolas Sarkozy, confirmé par François Hollande et reconfirmé, si je puis dire, par Emmanuel Macron. Donc comme je disais, non, Pôle emploi est souvent montré du doigt. Après, il faut pas non plus voir tout en noir. Il y a des choses qui fonctionnent. Maintenant, ils doivent faire face à une situation aujourd'hui qui est une économie qui se transforme. Les entreprises ne fonctionnent plus de la même façon, les outils changent et donc les métiers changent. Donc je reviens à la formation, mais c'est l'un de leurs enjeux dans les toutes prochaines semaines, c'est d'arriver à faire se connecter l'offre et la demande, sachant que Jean Basser nous dit qu'il y a encore 330 000 offres d'emploi par an en France qui sont annulées, faute de candidats. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les gens qui correspondent à ce que les entrepreneurs proposent. Donc ça fait partie des choses comme ça qui doivent être modernisées. Est-ce que ça marche bien, ces 3 niveaux de prise en charge dans l'organisation du suivi des demandeurs d'emploi? Alors, ceux qui sont le plus en difficulté, on les nomme renforcés. Ceux qui sont intermédiaires, on dit guidés. Et ceux qui sont plus autonomes, on va dire, on dit suivis. Ces trois catégories, ça marche. Comment arriver à réellement discerner ceux qui sont à renforcer, à guider ou à suivre? Alors, je vais vous répondre, mais avant, en préambule, il faut donner cette information que met en avant Jean Basser, c'est qu'ils réfléchissent actuellement, chez Pôle emploi, à mettre 2 conseillers par personne sans emploi. C'est-à-dire qu'on reviendrait à un système avec des gens qui s'occupent de la partie indemnisation et une autre personne qui s'occupe de l'accompagnement, c'est-à-dire le bon vieux système ACDIC, ANPE de l'époque. Qui marchait bien. Marchait pas si bien que ça. Ce que dit Jean Basser, c'est que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les conseillers seront ensemble, ce qui n'était pas le cas du temps des ACDIC et de la NPE. Donc un ensemble plus ciblé. Un système ancien qui marche un peu mieux que celui qui avait été développé depuis. Avec des services qui seront plus proches les uns des autres et donc une meilleure efficacité. Alors, et ces 3 niveaux alors de prise en charge. Alors ces 3 niveaux. Ils marchent. Renforcé, guidé, suivi. Il ne marche pas complètement, puisque je parlais de la formation. Le problème, c'est les personnes sans qualification ou pas suffisamment qualifiées. D'ailleurs, Jean Basser en parle. Il dit qu'il y a des modules de formation qui ne sont pas forcément adaptés, qui sont des formations trop longues et qu'il faut justement cibler par rapport aux besoins des cursus qui seraient plus courts et plus précis. Donc je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les personnes qui ne sont pas qualifiées
ou pas suffisamment. Et donc c'est dans ce domaine que les choses doivent s'adapter, mais ça s'adapte d'année en année, puisque pour parler de ce qui marchait pas bien, qui marche mieux maintenant, c'est la fonction de Pôle emploi vis-à-vis des TPE-PME. C'est-à-dire que depuis 2 ans, vous avez des conseillers Pôle emploi qui s'adressent directement à ces petites entreprises. On sait petites et moyennes entreprises. Voilà, qui sont très dynamiques dans le tissu français, qui est un peu notre spécificité. Donc c'est vrai que Pôle emploi s'adapte. Maintenant, on a sans doute pris pas mal de retard, et donc ils sont en train de le combler, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Sur l'accueil, hein, le premier pas qu'un demandeur d'emploi fait quand il vient à Pôle emploi, est-ce que, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a de la considération, est-ce qu'il y a de l'humanité, est-ce que les conseillers sont briefés? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quand même un choc? Bien sûr. Alors après, là aussi, je parlais des personnes qualifiées ou non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à Pôle emploi aujourd'hui qui sont mises en place via le numérique notamment. Donc ça permet d'aller très vite, d'être au contact d'un conseiller et éventuellement d'une entreprise. Ça déshumanise pas? Forcément un petit peu. Non, mais surtout, ça met de côté des gens qui sont pas forcément à l'aise avec toutes ces nouvelles technologies. Donc ça peut être très efficace pour des personnes qui savent faire fonctionner tous ces outils. Maintenant, si vous êtes déjà un peu, entre guillemets, largué, c'est sûr que ça va pas forcément arranger votre cas. D'où la nécessité d'avoir des personnes sur le terrain qui sont au plus près du public pour l'accueillir. Le patron de Pôle emploi face aux entrepreneurs dans le supplément éco du Parisien. Aujourd'hui en France, aujourd'hui de Jean-Louis Picot. Michel Richard est notre système de santé envié du monde entier maintenant. Vous écrivez dans le Midi Libre, édition print d'hier, sur le site internet du midilibre.fr aujourd'hui, un journal dont la direction est dirigée par Philippe Palla, qu'il existe, je lis, un de ces trous noirs où le courage manque à trait aux déserts médicaux, l'une des incongruités les plus choquantes de notre système de santé. C'est le titre de votre tempo, cet éditorial, c'est la fâcheuse disette médicale. Mais oui, parce que vous avez des tas de régions en France, on parlait tout à l'heure des déserts, comment dirais-je, en 3G, 4G, etc. Pour les médecins, c'est un peu pareil. Vous avez des tas de régions où avoir un rendez-vous chez un pédiatre, un gynécologue, un ophtalmologue, mais pas des semaines, des mois. Et tout ça est évidemment inacceptable dans un système en plus de santé publique qui est complètement, si je puis dire, nationalisé. Les médecins qui se revendiquent toujours du côté libéral de leur activité, c'est très largement artificiel. C'est la sécurité sociale, pour l'essentiel, qui assure les revenus des médecins. Et donc, il est d'autant plus choquant qu'un système payé par l'argent public ne réponde pas aux besoins de l'intégralité du public. Si bien que vous avez des zones rurales. Oui, vous avez des zones qui sont archi pourvues en médecins et en spécialités de tout genre, et puis vous en avez d'autres qui sont abandonnées. Alors, c'est pas nouveau. Mais ce qui est relève du monde ancien, du monde actuel, d'où mon édito, c'est que il y a une solution qui n'a jamais été adoptée, qui est proposée encore ces jours-ci par un député, enfin par plusieurs députés, et qui va être refusée, c'est celui du conventionnement sélectif. C'est la clé, vous écrivez. Et c'est la clé. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un médecin qui sort de formation respectera sa liberté d'installation, on ne va pas toucher à ça, c'est un tabou, on n'y touchera pas. Simplement, s'il veut aller s'installer dans un endroit qui est déjà très bien pourvu en médecin de sa spécialité, on lui dira, écoutez, l'intérêt public ne commande pas que vous soyez là. Donc, on ne va pas vous conventionner et donc vos patients ne seront pas remboursés. Il y aura donc une liberté d'installation, il pourra continuer, mais sans être conventionné. Oui, mais ça veut dire qu'il aura beaucoup moins de patients. Il aura beaucoup moins de patients. Mais n'est-ce pas le rôle d'un système de santé publique payé par l'argent public que de dire je paie à condition que ça corresponde à ma mission qui est d'assurer le traitement équilibré de tous les Français sur tout le territoire. Et cette formule-là n'est pas une formule révolutionnaire. La Cour des comptes, depuis un rapport de 2017, donc tout récent, le Conseil économique et social et environnemental, préconise cette solution-là, car aucune autre n'a marché. On a essayé des primes à l'installation, des incitations fiscales, la création de maisons de santé. Tout n'est pas mauvais dans ça. La création de maisons de santé en zone rurale est assurément une bonne formule.
est-ce que c'est suffisant pour mettre fin à ce scandale qu'un Français, aujourd'hui, en 2018, a besoin de plusieurs mois pour avoir un rendez-vous pour faire ophtalmo, par exemple. yeux? Eh bien non. Est-ce que le système de santé français, à part ce que vous venez de décrire, reste un des meilleurs du monde? Alors, il est très, comment dirais-je, déséquilibré. Globalement, il est de bonne qualité. Parce qu'on dit qu'on vient beaucoup se faire soigner de l'étranger chez nous. Mais c'est tout à fait exact. Vous avez des pôles d'excellence partout sur le territoire. Répartis, bien répartis. Oui, pas seulement à Paris. Vous avez d'excellents pôles à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, tout à fait de niveau mondial. Tout à la fois en matière de pratique et en matière de recherche médicale, parce que la plupart de ces établissements sont des centres hospitalo-universitaires, donc qui font à la fois de la pratique et de la recherche. Donc ça, c'est du très haut niveau. Il est juste de dire que vous avez des tas d'hôpitaux, alors parisiens, parce que les étrangers sont plus attirés par Paris, mais qui viennent se faire soigner ici à Paris. Et l'un des buts, d'ailleurs, de quelques-uns de ces hôpitaux parisiens, c'est de faire payer, quelquefois ça défraie la chronique, comme on dit, c'est de faire payer ces riches clients étrangers pour qu'ils contribuent au fonctionnement de ces hôpitaux. Merci Michel Richard. Donc aujourd'hui dans Le Tempo, dans le midilibre.fr, hier dans le print, ce papier sur la disette, comme vous dites, la fâcheuse disette médicale. Voilà. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique, avant notre invité politique de 8h. Dans quelques instants sur ce plateau, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l'union douanière, l'ancien ministre de François Hollande, qui sera notre invité. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.